Ma femme infidèle rentra ce soir-là, prête à argumenter, des excuses sur le bout de la langue. Je ne dis rien et la laissai monter les escaliers seule. Une image, accrochée au centre du mur, la fit se figer sur la 3e marche et pâlir. Ma femme rentra ce soir-là, déjà prête à discuter, avec des excuses prêtes sur le bout de sa langue. Je le savais. Je connaissais ce rythme de talons contre le sol. Cette manière de laisser tomber ses clés avec force sur la table de l'entrée, comme pour marquer son territoire avant une bataille. 19 ans de mariage vous apprennent à lire une personne avant qu'elle n'ouvre la bouche. Mais je ne dis pas un mot. Je ne l'attendis pas dans le salon les bras croisés. Je n'allumai pas soudainement la lumière comme dans les films. Je restai juste assis dans le fauteuil, dans la lumière tamisée, avec une tasse de café froid dans les mains, et la laissai monter les escaliers seule. 1, 2, 3 marches. Et là, elle s'arrêta parce qu'au centre du mur de l'escalier, illuminé par la petite lampe que j'avais installée moi-même cet après-midi, pendait quelque chose qui n'était pas là ce matin-là. Quelque chose qui la fit pâlir si fort que je pus voir la couleur s'échapper de son visage. Même d'en bas, même dans la pénombre, j'entendis son souffle se couper. J'entendis le bruit de son sac à main tombant sur le sol. Et j'entendis pour la première fois depuis des mois le vrai silence de ma femme, sans excuse, sans mensonge, sans cette voix douce qu'elle utilisait pour me faire sentir fou chaque fois que je demandais quelque chose. Pauline, ma femme, la femme avec qui j'avais construit toute une vie, resta figée sur la 3e marche de notre propre maison, fixant la preuve de sa trahison accrochée au mur comme si c'était une œuvre d'art. Parce que c'était exactement cela, une œuvre d'art. Mais laissez-moi commencer par le début, car cette histoire ne commença pas ce soir-là. Elle commença 3 mois plus tôt avec quelque chose de si petit, de si insignifiant que tout autre homme l'aurait laissé passer. Une odeur. Mon nom est Étienne. J'ai 47 ans et je suis ingénieur civil. J'ai passé plus de 20 ans à construire des ponts, des bâtiments, des structures qui doivent supporter des milliers de tonnes sans rompre. Mon travail m'a appris une chose fondamentale, les structures ne s'effondrent jamais soudainement. Il y a toujours des signes. Une petite fissure, une vibration étrange, un son qui ne devrait pas être là. L'effondrement ne surprend que ceux qui n'ont pas voulu voir. Et pendant des mois, je n'ai pas voulu voir. Ma vie avec Pauline semblait solide. Nous nous sommes mariés jeunes quand je commençais tout juste ma carrière, et elle travaillait comme réceptionniste dans une clinique dentaire. Nous avons tout construit à partir de zéro. La maison où nous vivons, une maison à 2 étages avec cet escalier en bois qu'elle a choisi elle-même. Nous l'avons payée avec des années de sacrifice. Je travaillais 12 heures par jour sur des chantiers sous le soleil, et elle gérait chaque centime comme si c'était de l'or. Nous n'avons pas eu d'enfants. Nous avons essayé pendant des années. Nous avons dépensé plus de 30 000 € en traitement. Et finalement, nous avons décidé que notre vie était complète telle qu'elle. Nous deux, seuls. Ou du moins, c'est ce que je me suis dit pendant longtemps. Avec les années vint le confort. Mon entreprise grandit. Je commençais à bien gagner, très bien. Pauline arrêta de travailler il y a 8 ans. Elle se consacra à la maison, à ses cours de pilates, à ses amis, à ses après-midi libres. Et je me consacrais à payer tout cela sans poser de questions. Parce qu'un homme qui aime ne pose pas de questions. Un homme qui aime fait confiance. Combien je me suis trompé. La première fissure apparut un mardi de mars. Je m'en souviens parfaitement car je rentrais tôt du chantier, ce qui était très rare pour moi. Pauline rentra à 19 h en tenue de sport, son sac de pilates sur l'épaule, son sourire habituel. Elle me donna un rapide baiser sur la joue et alla directement à la salle de bain pour prendre sa douche. Et là, ça y était. L'odeur n'était pas un parfum de femme. Ce n'était pas la sueur de l'exercice. C'était une odeur chimique pénétrante que je connaissais des chantiers lorsque les peintres faisaient les finitions. Térébenthine, huile de lin, peinture à l'huile. Ma femme, qui, selon elle, revenait d'un cours de pilates, sentait l'atelier de peinture. Je ne dis rien. Je gardais la pensée en tête pendant que nous dînions, pendant qu'elle me racontait à quel point le cours avait été difficile, à quel point le nouvel instructeur était exigeant. Elle parlait si naturellement avec tant de détails que, l'espace d'un instant, je doutais de mon propre nez. C'était peut-être un produit de nettoyage de la salle de sport. C'était peut-être un nouveau savon. Peut-être. L'ingénieur en moi prit note de la fissure et continua d'observer.
2 semaines plus tard, je trouvais le deuxième signe. Je cherchais le reçu d'assurance de la voiture dans la boîte à gants de la voiture de Pauline et, parmi les papiers, un ticket de parking apparut, provenant d'un parking du Vieux-Lyon, à 40 minutes de son studio de Pilates. La date, un jeudi de 16h à 19h, exactement l'heure de son supposé cours. Et savez-vous ce qu'il y a dans cette rue du Vieux-Lyon? J'ai vérifié ce soir-là, enfermé dans mon bureau, le cœur battant. Une pharmacie, un café, une banque et une galerie d'art. La galerie Mirabeau, exposition permanente, œuvre d'artistes contemporains, et sur le site web de la galerie, dans la section d'art en vedette, un visage qui s'imprima dans ma mémoire, un homme d'une quarantaine d'années, souriant, un catalogue à la main. Présenté comme l'une des promesses de la peinture figurative de la région. Son nom était Julien. Je n'avais aucune preuve de quoi que ce soit. Une odeur et un ticket de parking ne sont pas des preuves. Ce sont des coïncidences. C'est ce que je me répétais chaque nuit, allongé à côté d'une femme qui dormait paisiblement, sans culpabilité apparente, avec sa respiration douce habituelle. Mais les structures ne mentent pas, et la structure de mon mariage vibrait d'une manière que je connaissais bien. Je commençais à remarquer des détails que j'avais ignorés auparavant. Le téléphone portable de Pauline, qui traînait autrefois n'importe où dans la maison, était maintenant toujours avec elle, toujours face cachée sur la table, toujours en mode silencieux. Quand elle recevait un message pendant que nous cuisinions, elle y jetait un coup d'œil et souriait. Un sourire qui n'était pas pour moi. Un petit sourire intime. Le genre qu'une femme n'a que lorsque quelqu'un lui dit exactement ce qu'elle veut entendre. Ses cours de pilates passèrent de 2 fois par semaine à 3, puis à 4. Elle commença à acheter de nouveaux vêtements, de nouveaux sous-vêtements, à prendre soin de ses cheveux avec des traitements à 200 € qu'elle considérait auparavant comme un gaspillage. Elle avait l'air de 10 ans plus jeune en 2 mois. Et tous ces efforts, toute cette nouvelle lumière qu'elle rayonnait n'était pas pour moi. Un homme sait quand il n'est plus le destinataire de la beauté de sa femme. La nuit où je confirma tout, il n'y eut pas de drame. Pauline prenait sa douche et son téléphone portable, pour la première fois depuis des mois, était resté oublié sur le lit, branché au chargeur. L'écran s'alluma avec un message. Je ne le touchais pas. Je n'en avais pas besoin. L'aperçu était suffisant. C'est fini aujourd'hui. C'est la plus belle chose que j'ai jamais peinte de ma vie. Viens la voir demain, X. Je fixai cet écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne de lui-même. Et dans l'obscurité de ma chambre, entendant l'eau de la douche couler, je sentis le pont que j'avais construit pendant 19 ans se fissurer de l'intérieur. Mais je ne criais pas. Je ne frappais pas à la porte de la salle de bain. Je ne fis rien de ce qu'un homme brisé fait normalement. Parce qu'à ce moment-là, je compris quelque chose. Je n'avais pas besoin d'une confession. J'avais besoin de voir ce que Julien avait peint de si beau. Cette nuit-là, je dormis à côté de ma femme comme si rien ne s'était passé. Elle sortit de la douche, mit sa crème habituelle, me dit bonne nuit avec un baiser sur le front et s'endormit en 5 minutes. Je fixai le plafond jusqu'à 3 heures du matin, écoutant sa respiration calme, et je compris quelque chose qui me glaça le sang. La trahison ne la tenait pas éveillée la nuit. 19 ans de mariage et la femme à côté de moi pouvait me tromper l'après-midi et dormir comme un ange la nuit. Cela me blessa plus que le message, parce que le message parlait d'une erreur. Mais ce sommeil profond, cette paix sur son visage parlait d'une femme qui ne ressentait plus rien quand elle me mentait. Et quand le mensonge cesse de vous peser, c'est que l'amour est parti il y a longtemps. Le lendemain, je me levai à 6 heures comme toujours. Je fis du café comme toujours, laissai sa tasse prête sur la table comme toujours, et quand elle descendit dans sa robe rose et me demanda si je serais en retard du chantier, je répondis avec le mensonge le plus naturel de ma vie, oui, nous coulons du béton. Ne m'attends pas avant 21 heures. Elle sourit. Je réalisai que cette nouvelle embellissait sa journée, et je quittai ma maison sachant exactement où j'allais, pas au chantier. Ma destination était dans le Vieux-Lyon, dans une rue avec une pharmacie, un café, une banque et une galerie d'art. Je me garai 2 rues plus loin et marchai lentement, regardant les vitrines comme n'importe quel homme sans hâte. La galerie Mirabeau occupait un ancien hôtel particulier restauré avec des murs blancs, de hauts plafonds et ce silence élégant des lieux où l'art coûte plus qu'une voiture. Je poussai la porte vitrée, et une petite clochette annonça mon entrée. À l'intérieur, ça sentait exactement comme ma femme tous les mardis et jeudis. Térébenthine, huile de lin, peinture fraîche.
Une jeune réceptionniste me salua et m'offrit la liberté de visiter l'exposition. Je lui dis que j'étais un collectionneur, que je cherchais quelque chose de spécial pour le bureau de mon entreprise. Le mot collectionneur ouvre des portes dans ces endroits. Elle m'offrit un café, me tendit un catalogue et me laissa seul parmi les œuvres. Et puis je le vis. Julien était au fond de la galerie, parlant à un couple âgé devant une immense peinture de paysage, chemise en lin blanc, mains expressives. Cette façon de parler des hommes qui savent qu'ils sont admirés. Le site web avait raison. Il était charmant. Il avait cette confiance d'artiste bohème que les femmes d'un certain âge prennent pour de la profondeur. Je l'observais, comme on observe une structure défectueuse, cherchant froidement les points faibles. Quand le couple âgé partit, il s'approcha de moi avec un sourire prêt. « Vous êtes intéressé par les paysages ? J'ai une nouvelle série de la côte. En fait, je cherche des portraits, dis-je, le regardant dans les yeux pour la première fois. Figure humaine. On m'a dit que vous étiez le meilleur de la région pour ça. » Ses yeux s'illuminèrent de vanité. Les hommes comme Julien ne soupçonnent jamais rien parce qu'ils sont trop occupés à s'admirer. Il me conduisit dans un couloir latéral vers une pièce plus petite, plus intime, avec un meilleur éclairage. « Mon œuvre la plus personnelle est ici, dit-il. Cette pièce est pour les acheteurs sérieux. » Et là, sur le mur central de cette pièce, avec un petit projecteur braqué comme un autel, se trouvait le tableau. Mes jambes le suravant mon cerveau. Je sentis le coup de poing dans l'estomac. Ce vide que l'on ressent quand le sol disparaît parce que sur cette toile d'1,5 m, peinte avec un détail que seule l'intimité procure, se trouvait ma femme Pauline endormie, dormant sur des draps blancs qui n'étaient pas les nôtres. Dans une pièce avec une fenêtre en bois que je ne reconnaissais pas, avec la lumière de l'après-midi tombant sur son épaule nue, ses cheveux dénoués sur l'oreiller, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Cette expression de paix absolue que je connaissais par cœur parce que c'était la même avec laquelle elle dormait à mes côtés chaque nuit. Et sur son cou, scintillant de petites touches de pinceau doré. Le collier en or avec un pendentif en étoile que je lui avais offert pour notre 15e anniversaire. Celui que j'avais payé en plusieurs fois pendant toute une année. Celui que je lui avais mis de ma propre main en lui disant qu'elle était la chose la plus constante de mon ciel. Ma femme dormait dans le lit d'un autre homme, portant mon collier. Et cet homme l'avait peinte pendant des heures, étudiant chaque ombre de sa peau, chaque courbe de son repos, avec une dévotion que l'on ressentait dans chaque coup de pinceau. Je vous présente la sieste, dit Julien derrière moi, avec la fierté d'un père. Terminée hier. C'est la pièce maîtresse de ma prochaine exposition. Je ne sais pas comment ma voix est sortie normalement. Je ne sais pas où j'ai trouvé le calme pour mettre mes mains dans mes poches, incliner la tête comme un expert et demander ce que j'ai demandé, qui est le modèle ? Julien sourit. Et ce sourire, je vous jure, fut la chose la plus difficile à supporter dans toute cette histoire. Un sourire de complicité masculine, d'un secret partagé, d'un homme qui se croit gagnant. Un gentleman ne révèle jamais ses muses. Je peux seulement vous dire que c'est une femme extraordinaire. Les meilleures œuvres naissent de la passion. Ne pensez-vous pas ? La passion. L'homme qui couchait avec ma femme me parlait de passion en me montrant la preuve accrochée à un mur avec un projecteur. Est-ce à vendre ? demandai-je. Tout a un prix, répondit-il. Mais je vous préviens, cette pièce n'est pas bon marché. Pour la valeur sentimentale qu'elle a pour moi, je ne pourrais pas la laisser partir pour moins de 15 000 €. Valeur sentimentale. 15 000 € pour le portrait de ma femme dans le lit de son amant. Le monde a un sens de l'humour cruel. Je lui dis que j'y penserais, que c'était exactement le type d'œuvre que je cherchais, mais qu'un investissement comme celui-là méritait réflexion. Nous échangeâmes des cartes. La mienne disait simplement bâtisseur et investisseur. Il me donna la sienne avec son numéro de portable personnel écrit au dos. Pour les acheteurs sérieux, attention directe, fit-il en me faisant un clin d'œil. Je quittai cette galerie le cœur en morceaux et l'esprit plus clair que jamais, car en me dirigeant vers ma voiture, je passai devant le café du coin et, par la fenêtre, je vis quelque chose qui mit toutes les pièces en place. À une table près de la vitre, avec 2 tasses et leurs mains entrelacées sur la table, se trouvaient eux, Pauline en tenue de sport de Pilates et Julien, qui était sorti par la porte de derrière de la galerie pour la retrouver. Ils se regardaient comme des adolescents. Elle lui arrangea une mèche de cheveux. Il lui embrassa les phalanges une par une, et je restai là, sur le trottoir d'en face, invisible comme le sont les maris de 47 ans, comprenant que mon mariage était mort il y a des mois,
et que j'étais le seul à encore apporter des fleurs sur la tombe. Tout autre homme aurait traversé cette rue en hurlant. Je sortis mon portable, pris 3 photos d'eux, et allai travailler. Parce que l'effondrement de Pauline n'allait pas être un scandale dans un café. Cela allait être une œuvre d'art. Ce soir-là, je rentrai à 21h comme je l'avais promis. Pauline me salua avec le dîner prêt, poulet rôti avec des pommes de terre, mon plat préféré. Elle me demanda comment s'était passé le coulage du béton. Je répondis que c'était épuisant, que l'équipe avait travaillé sans relâche tout l'après-midi. « Pauvre toi, dit-elle en me versant plus d'eau. Tu travailles trop, Étienne. » Et elle me caressa la main avec la même main qui, des heures auparavant, avait été entrelacée avec celle de Julien sur une table de café, avec les mêmes phalanges qu'il avait embrassées une par une. Il y a un type de douleur qui ne peut pas être expliqué. Ce n'est pas la douleur d'un coup qui va et vient. C'est la douleur du théâtre. Voir la personne que vous aimez jouer l'amour avec le naturel d'une professionnelle et savoir que vous applaudissez une performance depuis des mois. Cette nuit-là, pendant que Pauline me racontait des anecdotes inventées sur sa journée inventée, je mangeais mon poulet rôti et ne pensais qu'à une chose. Combien de fois, combien de dîners comme celui-ci ont été un mensonge? Depuis quand exactement ma vie était-elle une pièce de théâtre où j'étais le seul sans script? À l'aube, quand elle s'endormit, je descendis à mon bureau et m'assis devant une feuille de papier vierge. C'est une habitude d'ingénieur. Quand un problème m'accable, je le dessine, le divise en parties, le transforme en quelque chose qui peut être calculé. J'écrivis 3 colonnes, ce que je sais, ce que je dois savoir, ce que je vais faire. Dans la première colonne, ma femme a un amant nommé Julien. Ils se voient les mardis et jeudis au minimum. Il y a un tableau qui prouve leur intimité. Cela fait des mois, au moins depuis mars. Dans la deuxième colonne, depuis quand exactement, combien de mon argent a-t-elle dépensé pour cette double vie? Combien de personnes sont au courant et quels sont mes droits sans me détruire dans le processus? Dans la troisième colonne, j'écrivis un seul nom, Antoinette. Ma sœur Antoinette a 4 ans de moins que moi et est avocate en droit de la famille depuis 20 ans. Elle a vu tant de divorces qu'elle peut prédire la fin d'un mariage simplement en regardant comment un couple s'assoit dans son bureau. Elle n'a jamais détesté Pauline, mais elle ne l'a jamais vraiment aimée non plus. C'est une femme qui donne juste assez, m'avait-elle dit un jour, il y a des années, après Noël. J'étais offensé. Nous avons cessé de nous parler pendant 2 mois à cause de ce commentaire. Combien j'ai payé cher d'avoir été offensé par la vérité. Je l'appelai le lendemain depuis le chantier. Je lui dis que j'avais besoin de la voir, mais pas dans son bureau ni chez moi. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant routier en périphérie où personne ne nous connaissait. Quand j'arrivai, elle était déjà assise avec 2 cafés commandés. Elle regarda mon visage pendant 10 secondes et comprit tout avant que j'ouvre la bouche. « Qui est-elle » demanda-t-elle. « Un peintre. Son nom est Julien. » Et je lui racontai tout. L'odeur de térébenthine, le ticket de parking, le message sur le portable, la galerie et le tableau. Quand j'arrivai à la partie du tableau, de ma femme dormant avec notre collier d'anniversaire dans le lit d'un autre homme, la main de ma sœur serra sa tasse si fort que je crus qu'elle allait la briser. 19 ans, dit-elle à voix basse. 19 ans, Étienne. Je sais. Et que veux-tu faire? Veux-tu le sauver ou veux-tu en sortir? Je m'étais posé cette question 1000 fois au cours des dernières 48 heures. Et la réponse m'était venue, curieusement, en pensant à mon travail. Quand une structure a une fissure de surface, on la répare, on injecte de la résine, on la renforce, on la sauve. Mais quand la faute est dans les fondations, quand l'acier à l'intérieur est déjà pourri, la réparer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres et attendre la tragédie. Un bon ingénieur connaît la différence. Et un bon ingénieur ne tombe pas amoureux d'un bâtiment condamné. Je veux en sortir, dis-je, mais je veux en sortir bien, avec dignité et avec justice. Antoinette sortit un carnet de son sac à main. À ce moment-là, elle cessa d'être ma sœur et devint la meilleure avocate que l'argent puisse acheter, à la différence qu'elle n'allait pas me faire payer un centime. Alors écoute-moi attentivement, car ce que tu feras dans les prochaines semaines définira le reste de ta vie, dit-elle. Premièrement, ne la confronte pas. Pas un mot, pas un indice, pas de dispute. Le mari qui explose perd l'avantage. Elle ne peut pas savoir que tu sais. J'avais déjà décidé cela de mon propre chef. Deuxièmement, la paperasse. J'ai besoin de l'historique de tous les comptes,
des cartes, des transactions des 2 dernières années. Si elle a financé cette liaison avec ton argent, cela compte. Je dois savoir ce qui est acquis, la maison, les voitures, les investissements, tout. La maison est à nos 2 noms. Les comptes de l'entreprise ne sont qu'à mon nom, mais le compte familial est partagé. Et combien y a-t-il sur le compte familial? Environ 5 000 €. Antoinette le nota. Troisièmement, les preuves. Les photos du café sont un bon début, mais il nous en faut plus. Date, lieu, témoin. Pas pour l'humilier publiquement, Étienne. Mais pour qu'à la table de négociation, personne ne puisse raconter une histoire différente de la vérité. Dans un divorce, celui qui a les preuves tient le stylo qui écrit l'accord. Et puis elle leva les yeux de son carnet et me posa la question qui changea le cours de tout. Et le tableau, tu as dit qu'il était à vendre, 15 000 €. Ma sœur resta silencieuse un long moment, puis elle sourit d'une manière que je n'avais pas vue depuis que nous étions enfants et que nous planifions des farces aux voisins. Achète-le. Quoi? Achète-le, Étienne. Pense-y. Ce tableau est la preuve parfaite. Peint par l'amant lui-même, signé par lui. Aucun juge n'a besoin de plus d'explication que cette image, mais quelque chose de plus important que la preuve. Elle se pencha en avant. C'est un miroir. Le jour où Pauline verra ce tableau accroché à ton mur, elle comprendra que tu sais tout sans que tu dises un seul mot. Et il y a autre chose, mon frère. Si cet homme te vend le portrait de sa muse, de son grand amour, à un étranger pour de l'argent, que penses-tu qu'elle ressentira quand elle le saura? Je fixai ma sœur avec la bouche sèche parce qu'elle avait raison. Le tableau n'était pas seulement une preuve. C'était la preuve définitive des 2 trahisons, celle de ma femme, qui était peinte sur la toile, et celle de Julien, qui serait révélée au moment exact où il accepterait mon argent. Parce qu'un homme qui aime vraiment ne vend pas le portrait de la femme qu'il aime. Un homme qui aime brûlerait le monde avant de livrer cela. Julien allait montrer à Pauline, avec sa propre signature sur le reçu, qu'elle n'était pas une muse, elle était une marchandise. Il y a un problème, dis-je à Antoinette. Si je l'achète à mon nom, le jeu se termine trop tôt. C'est pourquoi tu ne vas pas l'acheter, répondit-elle, rangeant son carnet. Un investisseur anonyme va l'acheter par l'intermédiaire d'un acheteur. Les collectionneurs sérieux font ça tout le temps pour éviter de faire grimper les prix. Elle se leva et laissa 20 € sur la table. Donne-moi le catalogue de la galerie. Je m'occupe du reste. Cette nuit-là, je rentrai chez moi et Pauline regardait la télévision sur le canapé, les jambes repliées sous elle, belle comme toujours. Je m'assis à côté d'elle. Elle posa sa tête sur mon épaule avec tout le naturel du monde. Tu m'as manqué aujourd'hui, dit-elle, et je lui embrassai le front. Je lui dis qu'elle m'avait manqué aussi. Et je continuai à regarder le mur vide de l'escalier, mesurant l'espace exact où j'allais accrocher sa trahison. Les 15 jours suivants furent les plus étranges de ma vie. Je vécus 2 vies parallèles, tout comme ma femme, avec une seule différence. Je le faisais pour me sauver et elle le faisait pour me couler. Le jour, j'étais Étienne, le même vieux mari. Je prenais le petit déjeuner avec Pauline, lui demandais des nouvelles de ses cours de pilates, écoutais ses mensonges avec un air intéressé, et lui souhaitais bonne journée. Je m'améliorais même. Je commençais à rentrer plus tôt certains jours, suggérant que nous sortions dîner le vendredi, me comportant comme le mari distrait et aimant qu'elle avait besoin que je sois, pour qu'elle ne se doute de rien. Et la nuit, quand elle dormait avec cette paix marmoréenne qui ne me faisait plus mal, mais me donnait de la force, je descendais à mon bureau et devenais un autre homme. Un homme avec un carnet, une lampe et une mission. La première chose fut l'argent. Antoinette m'avait demandé 2 ans de relevé bancaire. Et ce que je trouvais sur le compte familial me coupa le souffle à plus d'une aube. Les cours de pilates existaient, oui, mais ils coûtaient 90 € par mois. Et ma femme retirait entre 800 € et 1200 € en espèces chaque mois depuis plus d'1 an. De petits retraits discrets dans différents distributeurs automatiques. J'additionnais tout avec la froideur avec laquelle on additionne un budget de construction. En 16 mois, Pauline avait retiré près de 17 000 € en espèces qui n'avaient aucune explication domestique. Mais ce n'était pas le pire. Le pire apparut sur son relevé de carte de crédit. Camouflé parmi les achats d'épicerie et de pharmacie. Des paiements à un magasin de fournitures d'art, des toiles, des pinceaux Martin, des peintures à l'huile importées à 60 € le tube. Ma femme,
qui en 19 ans n'avait jamais montré d'intérêt pour la peinture, achetait du matériel d'artiste depuis plus d'1 an. Elle ne posait pas seulement pour Julien. Elle finançait l'artiste. Je fixais ces chiffres jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Notre collier d'anniversaire. Je l'avais payé en 12 mensualités, sacrifiant mes samedis à des petits boulots supplémentaires, et maintenant mon argent achetait les peintures à l'huile avec lesquelles un autre homme peignait ma femme nue dans son lit. Certaines humiliations ont une mathématique exacte. Ce fut l'une d'elles. J'envoyais tout à Antoinette dans un dossier organisé avec les dates et les montants surlignés. Sa réponse arriva par un court message. Parfait. Ce n'est plus seulement une infidélité. C'est une dilapidation des biens matrimoniaux sans consentement. Continue. Et le catalogue. Le catalogue. La même semaine, je retournais à la galerie. J'y allais un mercredi, le jour où je savais que Julien n'était pas là parce que son site web annonçait qu'il donnait des cours de peinture dans une académie le mercredi. La réceptionniste me reconnut immédiatement. Le collectionneur, sourit-elle. Je lui dis que j'étais toujours intéressé par l'œuvre de Julien, que je voulais prendre le catalogue complet de l'exposition à venir pour l'étudier calmement et que mon conseiller artistique la contacterait pour négocier. Votre conseiller, demanda-t-elle. Je n'achète rien sans mon conseiller, dis-je avec le ton ennuyé des hommes riches. Il négocie, je signe. Je partis avec le catalogue sous le bras. À la page 12, en couleur, se trouvait la sieste, ma femme endormie, reproduite sur papier glacé avec une fiche technique en bas, huile sur toile, 150x100 cm. Dans une citation de l'artiste que j'ai mémorisée par pure rage, il y a des femmes que l'on peint les yeux fermés parce qu'on les a déjà gravées dans ses mains. Quel poète, Julien. Quel poète avec ma vie. Le conseiller artistique apparut une semaine plus tard. Antoinette a une collègue de confiance, Bérangère, une avocate de son cabinet qui gère les achats et les biens pour des clients discrets habitués aux opérations où l'acheteur ne montre pas son visage. Antoinette expliqua ce qui était nécessaire sans détails intimes. Un client voulait acquérir une œuvre spécifique de la galerie Mirabeau avec une confidentialité absolue. Pour Bérangère, c'était une transaction de routine. Pour moi, c'était le coup de ma vie. Bérangère appela la galerie un mardi matin. Elle se présenta comme représentante d'un investisseur étranger qui avait vu le catalogue et voulait la pièce maîtresse de l'exposition. La réceptionniste passa immédiatement le téléphone à Julien, car les artistes sont toujours proches quand le mot argent est mentionné. J'écoutai l'appel. Bérangère le fit depuis le bureau d'Antoinette avec le haut-parleur activé et j'étais assis de l'autre côté du bureau, écoutant la voix de l'amant de ma femme négocier la vente de sa muse. La sieste est une pièce très spéciale pour moi, dit Julien de sa voix de velours. C'est l'œuvre de ma vie. Pour être honnête, je n'étais pas sûr de la vendre. Je comprends parfaitement, répondit Bérangère avec un calme professionnel qu'il était un plaisir d'entendre. Mon client offre le prix catalogue de 15 000 €. Virement immédiat. L'œuvre sera récupérée cette semaine. Silence. 3 secondes de silence pendant lesquelles je me suis dit que, je le jure, peut-être cet homme allait dire non. Qu'il y avait quelque chose en lui, quelque chose de minimal qui valait plus que l'argent. 3 secondes pendant lesquelles Julien eut l'opportunité de prouver que ma femme avait détruit notre mariage pour quelque chose de réel. Vous savez quoi, dit-il finalement. Puisqu'il s'agit d'une opération sérieuse et pour établir une relation avec un collectionneur de ce niveau, je pourrais envisager 18 000 € et nous concluons aujourd'hui. Antoinette me regarda de l'autre côté du bureau. L'homme ne vendait pas seulement sa muse. Il en augmentait le prix. Mon client autorise 16 500 €, dit Bérangère sans sourciller. Offre finale. Il y a une autre pièce dans une autre galerie qui concourt pour le même budget. Fait, dit Julien sans prendre son souffle. Fait. 16 500 €. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous pouvez dire à votre client qu'il a un œil extraordinaire. Cette femme dans le tableau, cette œuvre a une âme. Quand Bérangère raccrocha, le bureau se tut. Antoinette me versa un verre d'eau. Ma main tremblait, et j'eus une étrange sensation dans la poitrine, un mélange de dégoût et de victoire. Tu vas bien, demanda ma sœur. Je viens d'acheter le portrait de ma femme à l'homme qui couche avec elle, dis-je. Et l'homme a demandé plus d'argent pour son âme. Je suis parfait. Et c'était vrai au fond, car en cet appel de 4 minutes, Julien m'avait donné quelque chose qu'aucun détective, aucun avocat, et aucune preuve ne pouvait me donner.
L'absolue certitude que ma femme avait échangé 19 ans d'amour véritable contre un homme qui la vendrait au premier étranger avec un chéquier. Le virement fut effectué depuis un compte du cabinet d'avocat contre une facture de la galerie. Légalement impeccable. Le vendredi matin, une entreprise de transport vint chercher la sieste, emballée dans du bois et du papier bulle, et la livra au bureau d'Antoinette où nous la stockâmes dans un dépôt fermé à clé. Cet après-midi-là, avant de rentrer chez moi, j'allais la voir. Antoinette ouvrit l'emballage, et là, elle était à nouveau, ma femme dormant dans le lit d'un autre homme avec mon collier à son cou, maintenant sous la lumière blanche d'un cabinet d'avocat. « Où vas-tu l'accrocher » me demanda ma sœur. « Pas encore, dis-je. Je dois encore régler le reste. Quand ce tableau touchera mon mur, tout le reste devra être prêt. Les papiers, les comptes, la sortie. Le tableau est la dernière chose qu'elle verra, pas la première. » Antoinette hocha la tête lentement puis me dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Tu sais ce qui est le plus triste, Étienne ? Ce misérable homme avait raison sur une chose. L'œuvre a une âme. » Elle regarda le tableau un long moment. « Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'âme n'était pas la sienne. C'était la tienne. Ce collier, cette paix avec laquelle elle dort, cette femme entière. Tu as construit tout cela pendant 19 ans. Il a juste copié sur une toile et vendu. » Je rentrai chez moi lentement alors que le ciel virait à l'orange. Pauline m'attendait avec des lasagnes au four et une nouvelle robe qui lui allait à ravir. Sûrement payée avec ma carte. « Et ce sourire » demanda-t-elle quand elle me vit entrer. « J'ai conclu un accord important aujourd'hui » répondis-je, en raccrochant les clés. « Un investissement artistique. Toi, l'art, rit-elle, amusée. Tu ne peux même pas distinguer une peinture d'un calendrier, mon amour. » Je m'assis à table et la laissai me servir. « Tu serais surprise, dis-je. J'apprends à voir la vraie valeur des choses. » Avec un tableau sécurisé dans l'entrepôt d'Antoinette, la phase la plus délicate de toutes commença. Ma sœur l'appelait le démantèlement. Moi, je l'appelais autrement. Apprendre à dire au revoir en silence à toute une vie, car c'est ce que personne ne vous dit à propos de la découverte d'une trahison. Tout le monde imagine le cri, la confrontation, l'assiette brisée contre le mur, mais personne ne vous parle des adieux secrets, de la dernière fois où vous pliez ces vêtements fraîchement lavés, sachant que bientôt il n'y aura plus de ces vêtements dans votre maison. Du dernier anniversaire de votre belle-mère auquel vous assistez avec un sourire, embrassant une famille qui ne sera plus votre famille. J'ai vécu tout cela seul, incapable de le partager avec qui que ce soit, pendant que Pauline vivait sa romance, croyant que son mari était un homme aveugle et heureux. Antoinette organisa le démantèlement sur 3 fronts. Le premier concernait nos biens. La maison était à nos 2 noms, cela ne pouvait être ni touché ni caché, et je ne le voulais pas non plus. Je ne suis pas un voleur, mais mon entreprise de construction, qui précédait le mariage et était uniquement à mon nom, avait besoin de protection. Antoinette révisa chaque contrat, chaque compte, chaque actif, et organisa tout de manière à ce qu'il soit clair, avec des documents, ce qui était une propriété matrimoniale et ce qui était à moi d'avant. Nous n'allons rien cacher, me répétait-elle. Nous allons tout éclairer. La lumière est ton meilleur avocat parce que tu n'as rien fait de mal. Le deuxième front était le compte familial. Les 5 000 € y étaient toujours, et je continuais à déposer mon salaire chaque mois comme d'habitude parce que tout changement soudain aurait déclenché les alarmes de Pauline. Mais Antoinette me fit ouvrir un nouveau compte juste pour moi où je commençais à diriger les nouveaux paiements de l'entreprise. Tout légal, tout documenté, tout daté. Le jour d'une négociation, expliqua-t-elle, elle aura droit à sa part de ce que vous avez construit ensemble, mais pas un centime de plus, et surtout pas un centime de l'avenir que tu vas construire sans elle. Le troisième front fut le plus difficile, la preuve du temps, car il y avait une question qui me rongeait la nuit. Une question à laquelle aucun relevé bancaire ne répondait complètement. Depuis quand? Les retraits d'argent liquide avaient commencé il y a 16 mois. Mais mon cœur me disait que l'histoire était plus ancienne. La réponse vint d'où je m'y attendais le moins. Un dimanche, Pauline alla rendre visite à sa mère et laissa son ordinateur portable allumé et ouvert sur la table de la salle à manger. Je ne le touchais pas. Je le jure sur la mémoire de mon père. Je ne le touchais pas parce qu'Antoinette me l'avait interdit. Pas d'espionnage sur les appareils, Étienne. Rien qu'un juge puisse remettre en question, mais je n'eus pas besoin de le toucher. L'écran était ouvert sur sa boîte mail, et en haut, non lu, se trouvait un message automatique d'un magasin en ligne.
Une confirmation de renouvellement annuel. Votre abonnement de stockage de photos a été renouvelé. Votre prochaine facture, mars 2027. Renouvellement annuel de stockage de photos. Ma femme payait depuis des années pour un cloud de photos privé qui n'était pas un cloud familial que nous partagions. Je transmis l'information à Antoinette, m'attendant à ce qu'elle me dise que c'était inutile, mais ma sœur sourit. Ce vieux sourire d'avocate. Nous n'avons pas besoin de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons besoin que ça existe. Le jour où nous serons assis à la table de négociation, la simple mention de ce cloud avec sa date de création fera plus de travail que 10 témoins. Les coupables négocient rapidement quand ils savent qu'il y a un dossier. Pendant ce temps, je continuais ma vie de théâtre, et je dois avouer quelque chose qui m'apporte à la fois honte et fierté. Je suis devenu bon. J'ai appris à regarder Pauline dans les yeux pendant qu'elle me mentait et à lui sourire avec une tendresse sincère. Parce que la tendresse était sincère, seulement elle n'était plus pour elle. Elle était pour l'homme que j'avais été pendant 19 ans, pour tout ce qui méritait des funérailles dignes au lieu d'un scandale. Mais il y eut un moment, un seul, où j'ai failli craquer. C'était un jeudi soir fin mai. Pauline rentra de son cours plus tard que d'habitude, presque à 20h30, les cheveux humides d'une douche qu'elle n'avait pas prise chez moi. Elle portait une petite boîte en carton. Elle me dit que c'était un cadeau de ses camarades de Pilates, des biscuits artisanaux, et pendant qu'elle montait se changer, la boîte resta sur la table de la cuisine. Je soulevai le couvercle par simple inertie pour essayer un biscuit. À l'intérieur, il n'y avait pas de biscuit. Il y avait des pinceaux. 3 pinceaux fins usagés avec des traces de peinture à l'huile sur le manche, enveloppés dans un tissu, avec une petite note manuscrite d'une écriture élégante que je reconnaissais déjà du catalogue de la galerie. Pour que tu puisses pratiquer à la maison ce que tu as appris aujourd'hui. Chaque coup de pinceau que tu donnes m'apprend quelque chose de nouveau. X. Pour que tu puisses pratiquer à la maison. Il lui apprenait à peindre. Ce n'était pas seulement une liaison faite d'autels et de mensonges. C'était tout un monde, un projet partagé, une vie alternative avec des cours, des cadeaux et des blagues privées. Pendant que je payais la maison, son amant lui offrait un avenir. Je refermai la boîte, remis le couvercle exactement comme il était, et allai à la salle de bain des invités. J'ouvris le robinet de l'évier pour que l'eau couvre tout bruit, et je pleurai pour la première et dernière fois dans toute cette histoire. 5 minutes. Je me suis accordé 5 minutes d'effondrement chronométré, comme on donne une pause à une équipe épuisée. Puis je me lavai le visage, coupai le robinet et retournai à la cuisine. Quand Pauline descendit, je versai 2 verres de vin. Je lui demandai des nouvelles des biscuits. Elle dit sans sourciller qu'elle les avait laissés dans la voiture et que c'était mieux ainsi parce qu'ils étaient grossissants. Viens ici. Portons un toast à nous, dit-elle. À la vraie valeur des choses, dis-je. Cette nuit-là, je pris la décision finale concernant le calendrier. L'exposition de Julien, la grande, celle annoncée dans le catalogue, était prévue pour le 2e samedi de juillet. Nouvelles œuvres et pièces maîtresses, disait l'invitation que j'avais prise à la galerie. Et je savais de la bouche de Julien lui-même que la sieste était la pièce maîtresse de cette exposition, l'œuvre de sa vie, celle qu'il n'avait plus parce qu'il me l'avait vendue sans savoir qui j'étais. Comprenez-vous la beauté de la chose ? Julien devrait expliquer à Pauline tôt ou tard où se trouvait le tableau, et il n'avait que 2 options. Confesser qu'il l'avait vendu à un étranger pour 16 500 €, ou lui mentir, à elle aussi. N'importe quel chemin détruisait le conte de fées. Mais je n'allais pas attendre juillet. J'allais choisir la date, le lieu et l'éclairage. J'ai choisi le dernier vendredi de juin. Ce jour-là, Pauline m'avait informé 2 semaines à l'avance qu'elle avait un dîner d'adieu pour une camarade de Pilates et qu'elle rentrerait tard. 2 semaines à l'avance. 19 ans de mariage m'avaient appris que ma femme ne planifiait les mensonges importants qu'avec autant d'anticipation. Antoinette prépara les papiers de divorce pour cette semaine-là, la requête, l'inventaire des biens, la proposition de séparation, les copies des relevés avec les retraits marqués, les photos du café, tout dans un dossier de couleur crème, sobre et élégant. « Tu es sûr de la date ?» me demanda-t-elle quand je signai. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. « Et tu es sûr de la méthode ? Tu peux toujours faire les choses simplement, Étienne. » Un avocat la convoque. Une notification formelle, pas de scène. Je regardai ma sœur et répondis avec la vérité. Antoinette. Cette femme m'a fait douter de mon odorat, de mes yeux et de ma raison pendant des mois.
Elle m'a servi le dîner avec une main qu'un autre homme avait embrassée. Elle m'a dit « Tu m'as manqué » en venant de son lit. Je ne veux pas de vengeance. Je ne veux pas de cris. Je ne veux pas l'humilier en public, mais je veux que, pour une fois dans cette histoire, elle ressente ce que j'ai ressenti, que le sol bouge sous ses pieds à l'intérieur de sa propre maison sans que personne ne l'ait prévenue. Je veux qu'elle monte cet escalier. Ma sœur soutint mon regard un long moment. Puis elle ferma le dossier et me le tendit. Alors, accroche bien ce tableau, dit-elle. Assure-toi qu'il est droit. Les ingénieurs n'accrochent pas de tableau de travers. Le vendredi matin, Pauline me dit au revoir avec un baiser à la porte. Elle sentait le nouveau parfum. Elle me dit de ne pas l'attendre, que le dîner se terminerait tard. Ne t'inquiète pas, répondis-je. J'ai des projets ce soir aussi. Je vais un peu décorer la maison. Elle rit. Toi, décorer? Elle me caressa la joue avec une pitié affectueuse. Ne touche à rien d'important, mon amour. Tu n'as pas l'œil pour l'art. Je la regardais s'éloigner dans la rue et rester un moment à la porte, mon café à la main. À 10 heures du matin, le transport du bureau d'Antoinette sonna à la porte. 2 hommes en gants blancs descendirent une caisse en bois de la taille d'une fenêtre. Où l'accrochons-nous, monsieur? Dans l'escalier, dis-je. Au centre exact du mur, là où il est impossible de ne pas le voir. Les hommes en gants blancs travaillèrent avec une délicatesse qui me sembla presque une moquerie. Ils mesurèrent le mur au laser, marquèrent l'endroit exact, percèrent avec le soin de chirurgiens, et accrochèrent le tableau avec un système de sécurité comme ceux utilisés dans les musées. Quand ils eurent fini, l'aîné des deux recula au pied de l'escalier, regarda l'œuvre d'un œil professionnel et dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Belle pièce, monsieur. Le modèle transmet beaucoup de paix. Elle fait toujours partie de la famille, répondis-je. Quand ils partirent, j'étais seul dans ma maison, au pied de mon escalier, regardant ma femme endormie dans le lit d'un autre homme, accrochée au mur que nous avions peint ensemble il y a 11 ans. Et maintenant vient la partie que personne ne comprend avant de la vivre. J'ai passé tout l'après-midi en paix. Une paix étrange, profonde, presque religieuse. Parce que pendant 3 mois, j'avais porté la vérité seule, cachée comme on porte un cadavre sur son dos. Et cet après-midi-là, pour la première fois, la vérité était au grand jour, illuminée, accrochée au centre de ma maison. Il n'y avait plus rien à cacher. Maintenant, c'était à elle de regarder. J'installai la petite lampe murale au-dessus du tableau, une lumière chaude et précise que j'avais achetée moi-même. Les ingénieurs ne laissent rien au hasard. J'essayai 3 angles jusqu'à ce que la lumière tombe exactement sur le collier doré au cou peint de Pauline. Ce collier devait être la première chose qu'elle voyait. Ce collier était la signature de la sentence. À 18 heures, je préparais le reste de la scénographie. Sur la petite table du palier de l'escalier, juste sous le tableau, je plaçais le dossier couleur crème d'Antoinette, les papiers de divorce, l'inventaire des biens, les copies des retraits d'espèces, 17 000 € marqués en jaune, les 3 photos du café, et par-dessus tout, la facture de la galerie. La facture originale de vente de l'œuvre La Sieste, signée de sa propre main par l'artiste Julien, pour un montant de 16 500 €. Et à côté du dossier, juste une chose de plus, une note écrite par moi. Il me fallut 4 brouillons pour trouver les mots exacts. Je ne voulais pas de colère. Je ne voulais pas de drame. Je voulais de l'ingénierie pure, la phrase minimale qui supporterait le poids maximal. Au final, j'écrivis ceci, il t'a peint endormi. Je t'ai réveillé. Les papiers sont signés. La facture aussi. Demande-lui combien valait sa muse. J'éteignis toutes les lumières de la maison sauf la lampe sur le tableau. Je me servis un café. Je m'assis dans le fauteuil du salon, dans la lumière tamisée, à l'angle exact d'où l'on voit tout l'escalier. Et j'attendis. C'est là que vous connaissez déjà le début de cette histoire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est ce que l'on ressent d'attendre. D'attendre pendant 3 heures dans l'obscurité de sa propre maison, écoutant l'horloge de la cuisine. Sachant que votre mariage de toujours a ses minutes comptées et que la femme que vous aimez depuis 19 ans est en route, riant encore aux blagues d'un autre homme, sans savoir que toute sa maison est devenue une salle d'audience. Je n'ai pas ressenti de plaisir. Je veux que ce soit clair. Il n'y a pas de plaisir là-dedans, pas même dans la justice. Il y a du soulagement, il y a de la dignité, il y a une conclusion, mais le plaisir est resté sur la route avec tout le reste qui est perdu.
À 23h20, j'entendis le moteur de sa voiture dans l'allée. Mon cœur battit 2 fois fort dans ma poitrine puis se calma, comme lors de démolitions contrôlées. Le tremblement est un instant et puis la poussière retombe lentement. La clé tourna dans la serrure. La porte s'ouvrit et Pauline entra, ses talons claquant sur le sol avec ce rythme que je connaissais par cœur. Ce rythme de femme armée d'excuses. Elle laissa tomber ses clés avec force sur la table de l'entrée, marquant son territoire. Je savais pourquoi elle entrait ainsi. Je lui avais envoyé un message sec à 21h, à quelle heure comptes-tu arriver? Pas d'émoji, pas d'affection. Je l'ai fait exprès. Je voulais qu'elle vienne préparer à se battre, avec ses mensonges répétés dans la voiture, avec son discours prêt parce qu'il n'y a pas de silence plus profond que celui d'une bouche pleine d'excuses soudainement inutiles. Étienne, appela-t-elle vers le salon sombre. Pourquoi tout est éteint? Tu dors déjà? Je ne répondis pas. De mon fauteuil dans la pénombre, je pouvais la voir parfaitement. Elle soupira d'agacement. Ce soupir de quelqu'un qui se prépare à une dispute avec un mari jaloux, et elle commença à monter les escaliers vers la chambre. 1 marche, 2 marches, 3, et le monde s'arrêta. D'abord, ce fut son corps. Son corps comprit avant son esprit. Elle devint rigide, une main sur la rampe, et un pied à mi-chemin de la 4e marche, comme une photographie de quelqu'un qui monte. Puis elle tourna lentement la tête vers la lumière chaude sur le mur. Et puis je la vis se voir. Se voir dormir. Se voir dépouillée de secrets. Se voir peinte par les mains de son amant avec un détail que seule l'intimité donne. Avec notre collier du 15e anniversaire scintillant sur son cou sous la lampe que son mari avait installée avec un niveau et avec patience. Son sac tomba de sa main, roula 2 marches et resta là, ouvert, avec son portable à l'intérieur s'allumant avec un message de qui n'avait plus d'importance. J'entendis son souffle se couper. Je l'entendis essayer de dire quelque chose, et rien ne sortit. Et là, debout sur la 3e marche de la maison que nous avions construite ensemble, ma femme pâlit d'une nuance que je n'avais pas vue en 19 ans. Ce n'était pas la peur d'un bruit dans la nuit. C'était autre chose. C'était la pâleur de quelqu'un qui comprend en une seule seconde et sans un seul mot que toute sa double vie est accrochée au mur avec un projecteur dessus. Non, dit-elle finalement d'une voix ténue. Non, non, non. Elle s'agrippa à la rampe des 2 mains. Elle regarda le tableau de près comme si elle espérait que c'était un autre. Que c'était une erreur. Que c'était n'importe quoi d'autre que ce que c'était. Et puis elle fit ce que je savais qu'elle ferait parce que les structures qui s'effondrent cherchent toujours un coupable externe. Elle se tourna vers le salon sombre et me chercha du regard. Étienne. Sa voix trembla. Étienne. Qu'est-ce que c'est? J'allumai une lampe de sol à côté de mon fauteuil. Une lumière douce, suffisante pour qu'elle me voie assis calmement avec ma tasse de café froid dans les mains. Ça, dis-je avec un calme qui venait du fond de 19 ans, c'est une huile sur toile. 150x 100 cm. Elle s'appelle la sieste, du peintre Julien. Je fis une pause et pris une gorgée de café. Mais tu le sais déjà, Pauline. Tu étais là quand il l'a peinte, dormant d'après ce que je peux voir dans un lit qui n'est pas le nôtre. Chaque mot tombait sur elle comme une brique. Je la vis chercher les excuses qu'elle avait préparées, les excuses pour la dispute concernant son heure d'arrivée, et réaliser qu'aucune d'elles ne servait à rien. Elle avait apporté des mensonges pour un mari jaloux. Elle n'avait rien apporté pour un mari qui accrochait la vérité au mur. Étienne, Ce n'est pas laisse-moi t'expliquer. Explique-moi, l'interrompis-je sans élever la voix. Je me levai lentement, marchai au pied de l'escalier. Tu m'expliques depuis des mois, Pauline. Tu as expliqué le Pilate. Tu as expliqué l'odeur de térébenthine. Tu as expliqué les retards, les retraits du compte, le nouveau parfum. Tu es excellente pour expliquer. Je pointai du doigt la petite table sur le palier. Là, sous le tableau, il y a un dossier. Ce dossier explique aussi. Ouvre-le. Elle ne bougea pas. Elle tremblait, s'accrochant à la rampe, me regardant comme si elle me voyait pour la première fois de sa vie. D'une certaine manière, elle voyait le nouvel Étienne. L'Étienne aveugle. L'Étienne confortable. L'Étienne qui signait tout sans poser de questions était parti. Comment, commença-t-elle à demander et sa voix se brisa. Comment as-tu eu ce tableau? Et ça, mesdames et messieurs,
c'était exactement la question que j'attendais depuis 3 semaines. La question pour laquelle j'avais préparé la seule réponse qui allait faire plus mal que tous les papiers du dossier réunis. Comment je l'ai eu? Je m'appuyai sur la rampe, la regardai dans les yeux et lui dis. Très facilement, Pauline. Je l'ai acheté. Julien me l'a vendu personnellement pour 16 500 €. Le deuxième effondrement de Pauline. Et le plus triste n'est pas qu'il me l'ait vendu. Le plus triste est qu'il n'a même pas demandé qui était l'acheteur. Il a bien marchandé à la hausse. C'est ça. Il a demandé plus d'argent pour toi. Il y a des phrases qui brisent une personne mieux que n'importe quel cri. Je l'ai vu cette nuit-là sur l'escalier de ma maison de mes propres yeux. Quand je lui ai dit que Julien m'avait vendu le tableau, qu'il avait marchandé à la hausse, qu'il n'avait même pas demandé le nom de l'acheteur, Pauline resta sans voix. Je l'ai littéralement vu ouvrir la bouche, haletante, comme si toute la maison avait soudainement manqué d'air. Elle s'assit sur la marche, juste là sur la 3e marche, dans sa robe élégante du dîner d'adieu et secoua la tête. « Tu mens, dit-elle. Tu mens. Il n'aurait jamais vendu ce tableau. Il m'a dit 1000 fois que c'était l'œuvre de sa vie, que c'était la chose la plus importante qu'il ait jamais faite. L'œuvre de sa vie, répétai-je. Oui, il a utilisé ces mots exacts avec moi au téléphone, mot pour mot. Ça doit être une phrase qui fonctionne pour lui. Je me dirigeai vers la petite table sur le palier, pris le dossier couleur crème et en sortis la première page. Mais puisque je sais que ma parole ne te suffit plus, et la vérité est que la tienne ne me suffit plus non plus, il vaut mieux que le papier parle. Je lui tendis la facture. Elle la prit de main tremblante, et je la regardai pas à pas la lire. Facture de vente, Galerie Mirabeau. Œuvre, La Sieste, huile sur toile 150 par 100 cm. Auteur Julien, montant 16 500 €. Date, tampon, et en dessous à l'encre bleue sa signature, cette signature artistique élégante, la même que sur la note avec les pinceaux, la même que sur le catalogue. La signature de l'homme pour qui elle avait misé ses 19 ans. Ça ne peut pas être, murmura-t-elle. Il me l'aurait dit. Nous n'avons pas de secret. Et là, je l'avoue, je laissai échapper le seul rire de toute la nuit. Court, sans joie, un de ceux qui s'échappent. Tu n'as pas de secret, Pauline? Toi, je la regardai du pied de l'escalier. Tu es un secret. Toute ton existence est un secret. Ta vie les mardis et jeudis est un secret. Les 17 000 € que tu as retirés de notre compte en espèces sont un secret. Les pinceaux dans la boîte à biscuits sont un secret, et tu me dis, assise sous le portrait que ton amant a peint de toi, que tu n'as pas de secret. Chaque phrase la faisait rétrécir un peu plus. Mais j'avais besoin qu'elle comprenne quelque chose, et je le lui dis lentement avec la clarté avec laquelle on explique un plan. Regarde attentivement les dates. Pauline, j'ai acheté ce tableau il y a 3 semaines. 3 semaines. Et au cours de ces 3 semaines, t'a-t-il dit quelque chose? T'a-t-il dit que l'œuvre de sa vie n'était plus accrochée dans sa salle spéciale pour les acheteurs sérieux? T'a-t-il mentionné que la muse de son âme était maintenant la propriété d'un étranger avec un chéquier? Je fis une pause. Ou a-t-il continué à te voir les jeudis comme si de rien n'était pendant qu'il dépensait mon argent? Je vis le moment exact où cette idée entra dans son corps parce que c'était une chose pour Julien d'avoir vendu le tableau et une autre chose beaucoup plus profonde pour lui d'avoir gardé le silence à ce sujet pendant 3 semaines. 3 semaines à la regarder dans les yeux, à lui parler d'art et de passion avec les 16 500 € déjà sur son compte. Pauline connaissait les mathématiques du mensonge. Elle les pratiquait sur moi depuis plus d'1 an. Et pour cette raison même, à cet instant, elle comprit sans que je dise un mot de plus qu'elle n'était pas l'exception de Julien. Elle était sa routine. Elle se plia sur la marche et se mit à pleurer. Un pleur laid, brisé, sans grâce. Et je veux être honnête avec vous parce que cette histoire ne vaut rien si je ne suis pas honnête. Une partie de moi, une partie vieille et fatiguée qui l'aimait encore, voulait monter ces marches et la serrer dans mes bras. 19 ans ne s'éteignent pas avec une facture. L'amour ne fonctionne pas comme ça. L'amour est comme ces vieilles structures qui sont déjà condamnées mais restent debout par habitude. Je ne suis pas monté. Je suis resté au pied de l'escalier, les mains dans les poches, et les laissé pleurer parce que j'avais appris en 3 mois de silence la plus dure leçon de ma vie. Ce n'était pas mon travail de la consoler de la douleur qu'elle s'était fabriquée elle-même. Quand elle se calma un peu, elle tenta la dernière défense. Celle que j'attendais.
Celle que tout le monde utilise. Étienne, écoute-moi. Cela est arrivé parce que nous étions mal. Toi et moi, nous étions mal depuis des années, et tu n'as pas voulu le voir. Tu vivais pour ton travail, pour tes chantiers, pour tes chiffres. J'étais seul. Seul dans cette immense maison tous les jours. Julien est apparu et il m'a vu. Il m'a regardé d'une manière que tu ne m'avais pas regardé depuis des années. Tu m'as fait me sentir vivante à nouveau. Sais-tu ce que c'est de se sentir invisible? Je restai silencieux un instant, non pas parce que je n'avais pas de réponse, mais parce que je voulais lui donner la réponse complète. Invisible, dis-je finalement. Parlons d'être invisible. Pauline, invisible est l'homme qui travaille 12 heures sous le soleil pour que sa femme n'ait plus jamais à travailler. Invisible est celui qui paie 90 € par mois pour un cours de pilates auquel tu n'assistes plus, 200 € pour des traitements pour des cheveux qu'un autre homme défait, et les tubes de peinture à l'huile à 60 € avec lesquels un autre homme te peint. Invisible est celui qui te demande comment s'est passée ta journée chaque soir et reçoit une histoire d'enfant en réponse. Je fis un pas vers les escaliers. Nous étions mal. Peut-être les mariages de 19 ans ont leurs hivers, Pauline. Mais sais-tu ce que font les gens décents quand leur mariage est en hiver? Ils parlent, ils se disputent, ils vont en thérapie. Ils demandent le divorce. Ce que les gens décents ne font pas, c'est monter une vie parallèle financée avec la carte de crédit de leur mari et rentrer à la maison pour lui servir le dîner avec un visage aimant. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, commença-t-elle. Non, la coupé je. Et pour la première fois de la nuit, j'élevai un peu la voix. Pas un cri, une fondation. Je ne te permettrai pas cette phrase parce que j'ai vu le tableau. Pauline, je l'ai accroché là-haut et je vais le regarder tous les jours jusqu'à ce que tu signes. Je connais cette paix que tu as pendant que tu dors dans ce lit. Je connaissais cette paix par cœur parce que tu dormais comme ça avec moi. Personne ne dort comme ça là où il ne veut pas être. Alors ne me dis pas que tu n'as jamais cessé de m'aimer. Et au moins la décence d'être à la hauteur de ta trahison. Silence. L'horloge de la cuisine, le bourdonnement de la lampe sur le tableau. Et puis Pauline fit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Elle prit son portable de son sac tombé sur les marches et composa un numéro devant moi. Avec des larmes fraîches encore sur le visage, elle composa le numéro de Julien et mit le haut-parleur. Je ne sais pas si elle le fit par désespoir ou pour me prouver quelque chose. Je ne pense même pas qu'elle le savait. Ça sonna 3 fois. Mon amour, répondit-il avec cette voix de velours que je connaissais de la négociation. Quelle surprise à cette heure. N'étais-tu pas avec l'ogre? L'ogre? Moi? Celui qui payait les peintures à l'huile. Julien, dit-elle, la voix brisée. Le tableau. La sieste. Où est-il? Silence à l'autre bout. Un silence de 2 secondes qui valait plus que toutes mes preuves réunies. Le tableau. Mon amour. Pourquoi me demandes-tu ça à cette heure? Il est dans l'entrepôt de la galerie. Nous le préparons pour l'exposition de juillet. Pauline ferma les yeux, serrant le téléphone à 2 mains. Julien, je suis assise dans l'escalier de ma maison en le regardant. Il est accroché à mon mur. Mon mari l'a acheté pour 16 500 €. J'ai la facture à la main avec ta signature. Le silence cette fois fut plus long, et quand il parla à nouveau, la voix de velours avait disparu. À sa place, une voix rapide, nerveuse, la voix d'un vendeur acculé. Chérie, écoute-moi. J'allais te le dire, c'est une affaire. Tu sais comment est ce monde. Un acheteur international est apparu. La galerie faisait pression. J'avais besoin de liquidités pour monter l'exposition, mais ce n'est qu'un objet. Ce que nous avons n'est pas sur une toile. Ce que nous avons? L'interrompit-elle d'une voix ténue. Quoi? As-tu demandé qui était l'acheteur? 3 secondes. Les acheteurs à ce niveau sont anonymes. Chérie. C'est comme ça que le marché fonctionne. Je n'ai pas pu. Tu as demandé plus d'argent, Julien. Tu as marchandé. Mon mari a entendu l'appel. Tu as demandé 18 000 € pour moi. Et là, mesdames et messieurs, le grand artiste, l'homme des muses et de la passion, prononça la phrase qui acheva de démolir 2 ans de romance en 4 mots. C'était un juste prix. Pauline raccrocha.
Elle ne dit rien de plus. Elle raccrocha et le téléphone glissa de ses mains et rebondit dans l'escalier jusqu'à atterrir à mes pieds. Et pour la deuxième fois cette nuit-là, ma femme resta à fixer une œuvre d'art, celle de sa propre ruine, peinte par elle-même avec 2 ans de coups de pinceau délicats. Cette nuit-là, Pauline ne dormit pas dans notre chambre. Elle ramassa son portable par terre sans me regarder et s'enferma dans la chambre d'amis. Je restai un peu plus longtemps au pied de l'escalier, finissant mon café froid, regardant le tableau sous sa lampe. Et je vous avouerai quelque chose d'étrange. J'ai dit bonne nuit au tableau, à cette Pauline endormie et paisible qui n'existait plus ou peut-être n'avait jamais existé, parce que j'aime cette femme sur la toile et les amours de 19 ans méritent des funérailles même si c'est un silence, au milieu de la nuit, avec une tasse de café à la main. Le lendemain matin commença ce qu'Antoinette appelait la phase juridique et ce que je préfère appeler la phase des masques tombés. Pauline descendit à 10 heures avec les yeux gonflés et trouva le petit déjeuner servi, café, fruits, toast, une habitude de 19 ans que je ne savais pas comment éteindre du jour au lendemain. Elle s'assit en face de moi en silence et après un moment prononça la première phrase de sa nouvelle vie. Je ne signe rien. Je la regardai calmement. Bonjour à toi aussi. J'ai parlé à ma mère hier soir. Sa voix était usée, mais son expression était dure. Cette expression que je connaissais des disputes pour de petites choses. Maintenant recyclée pour la Grande Guerre. Elle dit que tu ne peux pas me chasser de ma propre maison, que la moitié de tout ça est à moi, qu'un tableau ne prouve rien, qu'il aurait pu être peint d'après une photo. Je vais prendre un avocat, Étienne, et si tu veux partir en guerre avec moi, ça te coûtera la moitié de ta compagnie. C'était la conversion complète. En 12 heures, la femme qui pleurait dans l'escalier s'était transformée en associée. Ça ne me faisait pas mal. À ce stade, plus rien ne me faisait mal. J'admirais presque la rapidité du changement. Je te recommande que cet avocat soit bon, dis-je en lui versant du café. Et je te recommande de lui apporter tous les papiers depuis le début, les tiens et les miens, parce que si tu vas le voir avec une histoire de la femme surprise et qu'il découvre ensuite par lui-même ce qui est dans le dossier crème, tu vas perdre l'avocat et l'affaire. Tu me menaces? Je t'économise de l'argent. C'est la dernière chose gratuite que tu obtiendras de moi. Son avocat apparut le mercredi suivant, un homme correct en costume gris qui convoqua Antoinette à une première réunion pour explorer les positions. Je n'y suis pas allé. Antoinette me l'a interdit. Les clients au cœur brisé ruinent les négociations. Tu as déjà fait ta part. Maintenant, tu signes et tu te tais. La réunion, me dit-elle plus tard, dura 40 minutes. L'avocat de Pauline arriva en parlant de la moitié de tout, la moitié de la maison, la moitié des comptes, une pension compensatoire pour les années sans travailler. Et une phrase qu'Antoinette adorait, ma cliente a été une épouse dévouée pendant 19 ans. Antoinette le laissa finir. Puis elle ouvrit son dossier et posa les documents sur la table un par un. Les relevés avec les 17 000 € de retrait en espèces marqués en jaune. Les paiements de fourniture d'art avec la carte familiale, les 3 photos du café, la facture du tableau avec la signature de Julien et une feuille avec une seule note, la date de création d'un certain cloud de photos privées avec un renouvellement annuel payé depuis 3 ans. 3 ans, pas 16 mois. 3 ans. Antoinette me dit que l'avocat en costume gris regarda les papiers en silence, puis regarda la photographie du tableau et demanda 5 minutes pour appeler sa cliente. Quand il revint, le mot au moitié avait disparu de son vocabulaire et le mot dédié de toute la négociation dura 6 semaines. Je vous épargnerai les détails juridiques et vous dirai le résultat parce que le résultat est ce qui compte. La maison fut vendue. Aucun de nous ne voulait la garder et je pense qu'au fond c'était la chose la plus saine. Certains murs ne peuvent pas être repeints. Elle se vendit bien, pour 410 000 €, et fut divisée exactement en 2 parce que c'est ce que la loi dicte et parce que je ne voulais pas me battre pour un seul centime de ce qui était juste. Le compte familial fut également divisé mais avec un ajustement. Les 17 000 € de retraits injustifiés et les dépenses documentées de la double vie furent déduits de sa part. Son propre avocat le lui recommanda, signé madame. Si cela va devant un juge, cela pourrait être pire. Mon entreprise resta intacte. Elle était à moi d'avant le mariage et les papiers étaient en ordre. La pension compensatoire que son avocat demandait fut réduite à un accord forfaitaire beaucoup plus bas que Pauline accepta sans se battre. Parce qu'à ce moment-là, Pauline menait déjà une autre guerre, une qui n'était pas avec moi. J'appris par bribes, comme on apprend les orages lointains, par Antoinette, par des connaissances communes, par la sœur d'une de ses amies. L'histoire de Julien s'effondra en cascade.
Il s'avère que lorsque Pauline se présenta à la galerie le lendemain de l'appel téléphonique pour exiger une explication en personne, la réceptionniste la reconnut et, sous le coup de l'émotion, la jeune femme lâcha ce qu'elle savait. Que le maestro avait une autre muse, une dame du club de voile, également mariée, qui visitait l'atelier le lundi, et qu'avant Pauline, il y en avait une autre, celle du portrait à la robe rouge, qui achetait aussi des peintures à l'huile et payait aussi des cours privés. La méthode de Julien était un chef-d'œuvre en soi, des femmes mariées d'une cinquantaine d'années avec des maris occupés et des cartes de crédit illimitées. Il les faisait se sentir comme des muses, leur apprenait à peindre, leur facturait une fortune en matériel, en cadeaux, en investissement pour son exposition, et il les peignait endormis parce que les femmes endormies ne voient rien. Quand le scandale éclata, 2 des maris se révélèrent être des membres du club où la galerie organisait ces événements. L'exposition de juillet fut annulée. La galerie, protégeant son nom, demanda à Julien de retirer ses œuvres, et le grand artiste finit par vendre ses paysages côtiers lors d'une foire de week-end pour 200 € la toile, à côté des étals d'artisanat. Et savez-vous quelle fut la seule chose de toute sa carrière qui se vendit bien? La sieste, l'œuvre de sa vie, achetée par l'ogre au prix fort, surenchère comprise. La vie ne rend pas toujours justice, mais quand elle le fait, elle a un admirable sens du détail. J'ai vu Pauline pour la dernière fois le jour de la signature finale chez le notaire. Elle arriva avec sa mère, vêtue de gris, plus mince, les cheveux tirés en arrière. Nous signâmes page après page en silence, avec ce triste rituel des divorces civilisés. Quand nous eûmes fini, sa mère partit la première et Pauline resta un instant à la porte. Elle se tourna vers moi. « Je peux te demander quelque chose ?» dit-elle. « Le tableau ? Qu'est-ce que tu vas en faire ?» Tout le monde chez le notaire fit semblant de ne pas entendre. Je rangeai mon stylo, refermai ma copie de l'accord, et lui dis la vérité. « C'est déjà fait, Pauline. »« Comment ça, c'est déjà fait ?» Je l'ai donné la semaine dernière à la vente aux enchères caritatives de l'hôpital pour enfants, à une condition, qu'il soit vendu sans le nom de l'auteur, comme une œuvre anonyme. Je passai ma veste sur mon bras. Il s'est vendu pour 24 000 €. Ça servira à payer des traitements pour des enfants qui ne te connaissent pas, ni lui, ni moi. C'est la première chose honnête que cette toile ait jamais faite. Pauline resta immobile et je vis tout ce qui lui restait à ressentir traverser son visage en 2 secondes. Surprise, honte, et finalement quelque chose qui ressemblait à du respect ou peut-être de la pitié. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Ne le dis pas, l'interrompis-je doucement. Quoi que ce soit, ce n'est plus nécessaire. Je te souhaite le meilleur, Pauline. Vraiment. Et je la dépassai et sortis du bureau du notaire, et le soleil de la rue me sembla différent, plus léger, comme l'air après une démolition contrôlée quand la poussière retombe enfin et que le sol est dégagé, prêt à construire quelque chose de nouveau. Je déménageai dans un appartement en centre-ville, à 10 minutes de mon entreprise. 3 pièces, au plafond, une grande fenêtre orientée à l'ouest qui offre des couchers de soleil qu'aucune peinture n'a réussi à copier. Les premiers jours furent étranges. 19 ans dans une maison pleine font beaucoup d'écho dans un appartement vide. Cuisiner pour un, acheter du café pour un. Apprendre que le silence de la solitude et le silence des mensonges ne sont pas du tout pareils. L'un est lourd, l'autre est reposant. Ma sœur Antoinette venait le dimanche avec de la nourriture et avec sa façon de prendre soin sans demander. Un dimanche, regardant mon mur blanc et nu, elle dit, ça ressemble à une salle d'attente de médecin. Étienne, accroche quelque chose. Je n'ai rien à accrocher. Alors fais quelque chose à accrocher. Je ris, mais la phrase me resta en tête toute la semaine, comme le font les vraies phrases. Et le samedi suivant, en passant par le centre culturel de quartier, je vis une pancarte manuscrite, atelier de peinture pour adultes débutants. Samedi 10h. Matériel inclus. Je restai devant cette pancarte pendant environ 5 minutes. Quiconque connaît mon histoire comprendrait l'absurdité du moment. La peinture m'avait tout pris. L'odeur de térébenthine fut la première fissure de mon effondrement, et j'étais sur le point d'entrer volontairement dans une pièce pleine de chevalets. Oui, précisément pour cette raison, parce qu'il y a 2 façons d'émerger d'une histoire comme la mienne. La première est de laisser ce qui vous a détruit garder des territoires entiers de votre vie. Laissez la peinture leur appartenir. Laissez les cafés du centre-ville leur appartenir. Laissez les escaliers leur appartenir. Traversez le monde en évitant des lieux comme quelqu'un qui évite des positions lors d'une retraite. La deuxième façon est de récupérer chaque mètre,
d'entrer en territoire ennemi avec son propre drapeau. Je m'inscrivis ce jour-là. Je payais 55 € pour le mois. Et le lundi, j'étais le nouvel élève, le plus âgé du groupe, celui qui tenait un pinceau comme un tournevis. La professeure s'appelle Solange, une femme de mon âge, veuve. Avec les mains toujours tachées de couleur et la patience d'une sainte pour enseigner à un ingénieur que les ombres ne se calculent pas, elles se ressentent. Les premiers samedis, j'étais un désastre. Je peignais des maisons aux lignes parfaites et aux âmes vides. Tu dessines comme si tu construisais un mur, disait Solange en riant. Tout est si droit, si ferme. Mais où es-tu dans ce tableau, Étienne? Où étais-tu? J'ai ramené cette question à la maison. Je l'ai ramenée au travail. Je l'ai ramenée aux nuits devant ma fenêtre orientée à l'ouest. Pendant 19 ans, j'avais su où était tout le reste, où était Pauline, où était l'argent, où étaient les obligations. Et je n'avais aucune idée d'où j'étais. La réponse mit des mois à arriver. Elle vint lentement comme la lumière à 6 heures du matin. C'était dans les ateliers du samedi où j'ai appris à rire de mes propres désastres. C'était dans les promenades du dimanche. C'était en pêchant avec mon frère Élie, que nous avons repris après des années de ne nous voir qu'à Noël et qui est maintenant sacré un week-end par mois. C'était dans un nouveau projet de mon entreprise, un immeuble de logements abordables que j'ai accepté non pas pour l'argent, mais parce que cela me rendait l'envie de me lever tôt. Et un jour, sans prévenir, la réponse apparut sur une toile. C'était en octobre. Solange nous demanda de peindre un lieu qui n'existe plus. Mes camarades de classe peignirent des maisons d'enfance, des plages d'autre temps, la cuisine d'une grand-mère. Je restai longtemps devant la toile vierge. Et puis, sans plan, sans esquisse, sans ligne d'ingénieur, je peignis un escalier. Mon escalier, celui de la maison vendue, celui en bois que Pauline avait choisi il y a 11 ans, mais je le peignis vide, sans tableau au mur, avec une lumière matinale venant de la fenêtre au-dessus. Cette lumière que je voyais tous les jours en descendant prendre mon café et que je ne m'étais jamais arrêté de regarder. Je le peignis sans colère. Je le peignis comme on peint quelque chose qui ne fait plus mal, avec la mémoire et sans chaîne. Quand j'eus fini, Solange se tint derrière moi et resta silencieuse un long moment. Te voilà, dit-elle finalement. Tu es apparu. Ce tableau est accroché dans mon appartement aujourd'hui, sur le mur principal, celui que l'on voit de la porte en entrant. Je l'ai accroché moi-même, avec un niveau, avec la bonne taille de cheville et de vis, parfaitement droit. Les ingénieurs n'accrochent pas de tableau de travers. Et chaque fois que j'entre chez moi, cet escalier vide me rappelle la même chose, que j'ai monté une marche, que j'ai atteint le sommet, et que la vue est bonne. Et les autres, je vous dois les fins parce que les histoires doivent être bouclées complètement. Je sais peu de choses sur Julien, et c'est suffisant. Il a quitté la ville après le scandale. Quelqu'un m'a dit qu'il donnait des cours de dessin en ligne et qu'il essayait de vendre l'histoire de l'artiste ruiné par des maris jaloux sur ses réseaux sociaux. Ça n'a pas marché. Les hommes qui vivent des muses des autres vieillissent mal. Le velours de leur voix s'épuise et il ne reste que le marchandage. J'en sais plus sur Pauline parce que le monde est petit. Elle a déménagé chez sa mère. L'argent de l'accord lui a suffi pour recommencer. Mais la vie des cartes de crédit illimitées était terminée. Et à 50 ans, elle a repris le travail pour la première fois depuis des années dans un magasin de décoration intérieure. On dit qu'elle est une bonne vendeuse. Je n'en doute pas. Elle a toujours su rendre les choses meilleures qu'elles ne l'étaient. Et en mars de cette année, elle m'a écrit un long message, un de ceux que l'on rédige de nombreuses fois avant d'envoyer. Elle me disait qu'elle avait eu le temps de réfléchir, que la solitude lui avait appris à valoriser ce qu'elle avait, que j'avais été le seul homme décent de sa vie, que si un jour je voulais prendre un café sans arrière-pensée, juste pour parler, elle serait heureuse de me voir. Cela se terminait par une phrase qui, à une autre époque, m'aurait brisé. Personne ne m'a jamais regardé comme tu m'as regardé. J'ai fixé ce message un moment devant ma fenêtre orientée à l'ouest, avec le coucher du soleil, et j'ai ressenti, je vous le jure, une paix totale. Pas de colère, pas de nostalgie, pas de tentation, pas de désir de vengeance, rien de tout cela. Juste une calme certitude de la taille de 19 ans. La femme qui a écrit ce message ne manquait pas Étienne. Elle manquait la sécurité, la maison payée, le sol ferme. Elle manquait le pont, et les ponts qui s'effondrent à cause de la négligence de ceux qui les traversent ne sont pas reconstruits pour le même trafic. J'ai répondu par une seule ligne. Je l'ai écrite sans aucun brouillon du premier coup parce qu'elle était prête en moi depuis des mois.
Je te souhaite le meilleur, Pauline, et j'ai bloqué le numéro sans drame. Comme on clôture un projet fini, on signe un certificat. On remet les clés et on ne revient pas. Mon père, Aurélien, est mort il y a 8 ans et n'a pas vécu pour voir toute cette histoire, mais il m'a élevé avec une phrase que je ne comprenais pas quand j'étais jeune et qui est maintenant gravée en moi plus profondément que n'importe quel diplôme universitaire. Il me le disait quand un voisin cherchait la querelle. Quand la vie le frappait, quand la fierté exigeait la guerre, mon fils, la dignité et le silence valent plus que 1000 cris. Celui qui crie demande à être cru. Celui qui se tait et agit n'a pas besoin de public. Je n'ai pas crié une seule fois dans toute cette histoire. Je n'ai pas crié quand j'ai senti la térébenthine, ni quand j'ai vu le tableau à la galerie, ni quand j'ai entendu que c'était un juste prix, ni sur l'escalier cette nuit-là. Je me suis tu. J'ai agi. Et j'ai laissé la vérité faire le gros du travail, accroché à un mur illuminé par une lampe bien installée. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Je prends mon petit déjeuner devant ma fenêtre. Je peins le samedi, en m'améliorant un peu. Je pêche une fois par mois avec Ellie. Et il y a une femme, Solange, celle aux mains tachées de couleur, avec qui le café après l'atelier dure de plus en plus longtemps ces derniers temps, sans hâte, sans promesse, avec ce calme des gens qui ne jouent plus. Je ne sais pas ce que cela deviendra. Je sais que quand elle me regarde, je ne me sens pas invisible. Et pour l'instant, c'est plus que suffisant. Si cette histoire vous laisse quelque chose, que ce soit ceci, quand vous découvrez qu'on vous ment, ne courez pas crier. Le cri apporte une minute de soulagement et vous fait perdre votre avantage. Respirez, observez, rassemblez vos preuves et votre dignité, qui ensemble pèsent davantage. Et quand vient le moment d'agir, agissez de telle manière qu'aucun mot ne soit nécessaire. Parce que la meilleure réponse à une vie de mensonge n'est pas un cri. C'est un mur bien éclairé, un tableau parfaitement droit, et une porte qui se ferme sans un bruit. Et de l'autre côté de cette porte, croyez-moi, la vie commence.